Bonjour à tous, elle est économiste, a commencé par enseigner à Sciences Po avant d'intégrer l'Observatoire français des conjonctures économiques, ancienne conseillère technique auprès de Thierry Breton à Bercy, puis de Dominique de Villepin à Matignon. Elle a dirigé pendant 9 ans les études économiques d'HSBC France. Depuis cette année, elle est chef économiste du groupe Edmond de Rothschild. Bonjour Mathilde Moine. Bonjour. Je vais chasser le petit chat que j'ai dans la gorge d'abord. Le G20 Finance s'est réuni à Shanghai vendredi et samedi. Alors le G20 Finance, ça rassemble les grands argentiers de la planète et les ministres de l'économie. Le marché s'était pris à rêver d'une grande annonce à l'issue de ce G20 Finance et pourquoi pas même d'un plan de relance de l'économie mondiale. Ça n'a pas accouché d'une annonce de ce type, ni de déclaration fracassante. C'est une déception pour vous ? Oui, bien sûr, c'est une déception. Alors, les attentes du marché avaient été alimentées par des déclarations, notamment de la présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen, qui avait considéré dans un de ses derniers discours qu'il fallait effectivement avoir une meilleure stabilité d'échange. Et Benoît Cœuré, membre du board de la Banque centrale européenne, lui aussi s'était exprimé pour dire qu'il faudrait des actions concertées des banques centrales pour limiter la volatilité sur le marché des change. Donc, suite à ces déclarations de personnages quand même importants de l'économie mondiale, c'est vrai que les investisseurs avaient attendu des déclarations de ce G20 Finance. Il n'en a rien été et à la place, on a eu le droit à la même rengaine, c'est-à-dire il faut que les banquiers centraux soutiennent l'économie mondiale et il faut de nouvelles politiques budgétaires pour soutenir cette économie mondiale qui a déçu. Vous pensez qu'on a encore des munitions sur ce terrain-là pour soutenir la croissance Oui, alors il est vrai qu'on a fait beaucoup. Enfin, les bilans des banques centrales sont absolument démesurés. Celui de la Banque du Japon devrait à terme atteindre 100% du PIB. Celui de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre, c'est à peu près 26% du produit intérieur brut. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, les banques centrales ont extrêmement agi dans ce qu'on appelle le non conventionnel, qui permet d'acheter des titres sur les marchés secondaires dans le monde entier et donc de baisser les taux d'intérêt. Par ailleurs, la nouvelle mode des banquiers centraux, ce sont les taux négatifs. Donc, on voit bien le paradoxe d'ailleurs de ces conclusions du G20, c'est-à-dire que tout le monde dit il ne s'est rien passé, mais je pense que c'est pire que rien. C'est-à-dire qu'en même temps, on appelle les banquiers centraux à faire encore, et paradoxalement, dans le même communiqué du G20, il y a une phrase pour dire il faut que les changes soient plus stables, ce qui est complètement paradoxal, parce qu'aujourd'hui, la volatilité vient de l'intervention massive des banques centrales sur justement le marché des changes. Et on n'est pas à l'abri d'interventions directes de la Banque du Japon ou de la Banque nationale suisse, par exemple. Vous sentez ça également, cette incapacité de peser sur les événements et de reprendre la main sur les marchés ? Alors effectivement, c'est la déprime depuis le début de l'année, puisque pour plein de raisons, la croissance chinoise est plus faible que prévu, la monnaie chinoise s'est dépréciée, le commerce mondial est relativement faible, il y a une inquiétude justement, comme vous le rappeliez, sur la capacité des banques centrales à avoir de nouvelles munitions pour agir. Donc effectivement, il y a toute une série d'inquiétudes qui montrent le désemparement des gouvernements et des autorités monétaires. Mais il me semble qu'il faudrait regarder avec attention l'exemple du Japon, pas seulement parce que le Japon est en déflation, mais aussi parce que le Japon a été extrêmement loin, tant en politique monétaire qu'en politique budgétaire, et qu'on voit bien que ça ne permet pas de relancer l'activité économique. Je reste une seconde sur les banques centrales européennes et sur la Banque centrale européenne, dont on va beaucoup parler dans une dizaine de jours, puisque Mario Draghi doit annoncer une nouvelle batterie de mesures le 10 mars. Est-ce qu'il a encore des munitions ? Qu'est-ce que vous attendez personnellement ? Alors, bien sûr, il me semble que les banques centrales, d'un point de vue général, ont encore des munitions. Pourquoi ? Parce que on considère, le débat public considère depuis maintenant 2009 que les banques centrales n'ont plus de munitions. Le président de la Banque centrale européenne peut continuer à baisser les taux d'intérêt, donc qu'ils soient encore plus négatifs. Alors c'est vrai que l'effet sur le change sera moins important que ce qu'il a produit durant ces précédents mois. Pourquoi ? Parce que d'autres banques centrales ont aussi baissé leur taux d'intérêt dans des territoires négatifs. Et donc c'est le différentiel qui est important. Et c'est ce qu'on voit avec la Banque du Japon et la Banque de Suède. Donc l'effet sera peut-être moins important, mais l'idée des taux négatifs, c'est aussi de pousser les banques à appliquer des taux négatifs aux dépôts, et donc de conduire les entreprises à se désendetter,
parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un endettement qui est relativement inquiétant dans certains secteurs, et aussi de conduire les ménages à arrêter d'épargner et donc à consommer. On voit en France que le taux d'épargne a fortement augmenté. Donc l'idée des taux négatifs, il y a aussi une idée strictement keynésienne derrière qui va au-delà de la baisse du change. Pour l'instant, ça n'a que partiellement réussi, puisqu'on a vu une légère reprise des crédits aux entreprises, un peu plus rapide des crédits aux ménages en zone euro, mais pour l'instant, cette politique n'a que partiellement réussi. J'en viens à ce fameux débat franco-français sur la réforme du Code du travail qui agite beaucoup la classe politique depuis quelques jours. Alors, hier, dans le JDD, Emmanuel Macron a expliqué que le système devait changer parce qu'il était inadapté, injuste. Je résume ses propos, mais en gros, il dit que la réforme du Code du travail s'impose parce qu'il est nécessaire de convaincre les patrons qu'il sera plus facile de licencier à l'avenir et donc ça les incitera à embaucher. Martine Aubry, à l'opposé, elle considère que faciliter les licenciements économiques n'a aucun sens. Je cite ses propos. Comment est-ce que vous vous positionnez-vous dans ce débat-là ? Alors, il me semble que c'est un débat absolument passionnant parce qu'il va au-delà de la loi. Il est mondial. Alors, il est vrai qu'on embauche plus quand on a plus de flexibilité pour ajuster sa force de travail aux évolutions macroéconomiques. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut absolument permettre aux salariés de pouvoir s'adapter aux mutations économiques et technologiques et donc de pouvoir garder leur productivité. Parce que la productivité et le coût du travail, ce sont deux faces d'une même médaille. Et donc, si on ne joue que sur le coût du travail et que la productivité diminue, en fait, ça ne règle pas le problème de la compétitivité. Donc, il manque une dimension dans le projet de loi tel qu'il existe aujourd'hui. Exactement, qui est l'accompagnement des salariés, en particulier peu qualifiés, qui, au fur et à mesure des mutations technologiques, sont exclus du marché du travail. Et donc, si au niveau de l'entreprise, effectivement, la loi peut permettre d'améliorer la réactivité et la compétitivité, au niveau macroéconomique, ça peut se traduire par une baisse des salaires moyens, par une baisse de la consommation et par une situation déflationniste. Au-delà, bien sûr, de l'aspect social et donc du fait que à chaque évolution technologique ou économique, on exclut du marché du travail. Et donc, en termes de cohésion sociale, je pense que c'est absolument négatif pour l'avenir et la croissance potentielle des prochaines années. La porte de sortie, elle se trouve là, selon vous, pour le gouvernement aujourd'hui, qui semble très, très mal embarqué dans cette affaire. En plus, il faut dire que certains syndicats, et en particulier la CFDT, avaient vraiment évolué, justement, en acceptant cette évolution, c'est-à-dire d'outiller le salarié, quitte à renforcer l'individualisation du marché du travail, qui est un des grands reproches que font les syndicats au texte actuel. Et donc, il me semble que, justement, en proposant un texte très déséquilibré et donc qui ne renforce pas la compétence moyenne de la force de travail française, il me semble que le gouvernement s'est privé d'un soutien de premier plan qui était celui de la CFDT. Et peut-être un chiffre aussi, pour dire qu'il est vrai que beaucoup d'embauches se font en CDD, mais 86% des salariés sont en CDI. Si on raisonne sur le stock. Si on raisonne sur le stock. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça et qu'il me semble que si on veut avoir de la croissance, il faut qu'il y ait une compétence moyenne qui s'accroisse. Et je crois qu'aujourd'hui, on est très très loin de ce qu'il faudrait faire. Tant qu'on n'investit pas dans le capital humain, c'est extrêmement difficile de soutenir l'activité économique. Et le G20 a montré aujourd'hui qu'ils étaient incapables d'aller sur ce terrain-là. Et je pense que pour la croissance mondiale, c'est quand même un problème à court terme. Après, encore une fois, il y a des poches des économies où il y a de l'investissement. On peut considérer que, de fait, tout ce qui concerne les questions environnementales va susciter de l'investissement et donc une certaine productivité dans le sens positif du terme. Mais c'est difficile aujourd'hui de proposer des réformes qui ne permettent que d'améliorer la compétitivité par le bas. Et je pense que collectivement, et ce que suscite ce projet de loi comme réaction montre qu'il faut aussi parallèlement absolument donner les moyens d'évoluer dans ce contexte extrêmement volatile et incertain qu'est l'économie mondiale aujourd'hui. Merci beaucoup Mathilde Moine. À bientôt. Merci.